En attendant 10 heures sur le plateau 9h50 le matin, nous allons aborder la thématique du jour. Aujourd'hui, on va parler des EMI ou expériences de mort imminente. Que se passe-t-il lors de ces expériences? Doit-on avoir peur de la mort? Est-ce que la mort est une fin? Des questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui, notamment au travers du témoignage de Marie-Claire Marchand. Bonjour Marie-Claire, vous faites partie de l'association YANS de l'antenne Loire-Atlantique. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Je sais que c'est pas forcément évident, c'est la première fois que vous venez témoigner et parler de ce sujet sur le plateau. Alors, on va poser les choses directement et expliquez-nous ce qui s'est passé, c'était il y a combien de temps et dans quel contexte? Alors, donc, pour raconter mon histoire, donc ça s'est passé, il va y avoir maintenant à peu près 30 ans. J'allais être jeune maman, donc j'allais accoucher. Et donc, je me suis présentée à l'hôpital. Donc, tout se passait bien au début. Voilà, ça a commencé à se compliquer. L'enfant ne se présentait pas bien. Donc voilà, les heures se sont écoulées. Heureusement, j'ai ma maman qui était à côté de moi à ce moment-là. Et il y a vraiment eu un moment où, après 5-6 heures en fait, de travail, mais qui n'avançait pas, il y a vraiment eu un moment où j'ai commencé, moi, à perdre conscience. Vous avez perdu connaissance au sens médical du terme? Alors, je commençais un petit peu à être un petit peu dans les vapes. J'étais fatiguée, je commençais vraiment à être épuisée. J'avais de brefs moments où je sentais que je partais, je revenais. Et en fait, là où je me suis rendu compte que ça commençait à devenir un petit peu sérieux, c'est ma maman qui me regardait et qui a vraiment, elle, changé de visage et puis qui a commencé à s'énerver auprès de l'équipe médicale. Donc là, il y a eu toute l'équipe médicale j'ai senti un petit affolement autour de moi. Donc on m'a à ce moment-là amenée dans un bloc opératoire. Donc on m'a allongée sur la table. Et à ce moment-là, on m'a mis le masque pour m'endormir. Donc là, j'ai perdu complètement connaissance. Et là, c'est là qu'on peut dire que l'EMI commence. Alors c'est là qu'il y a une expérience que j'ai vécue qui est... Vous l'appelleriez comment d'ailleurs? Parce qu'on dit expérience de mort imminente, mais vous ne l'appelleriez pas comme ça. Comment vous l'appelleriez? Expérience de mort imminente, alors moi c'est plus une expérience qui est vécue avec un état de conscience modifié, voire élargi. Alors que s'est-il passé concrètement à ce moment-là? Donc on m'endort sur cette table et à ce moment-là, à un moment, je reprends conscience. Et là, je ne suis plus du tout sur cette table d'opération. Je suis Déjà, je flotte. Je suis toujours allongée sur le dos, mais je me sens flotter. Vous vous sentez être dans la matière? Pas réellement dans la matière, mais je ne me sens pas immatérielle non plus. J'ai quand même la sensation d'avoir un corps. Puisque je me sens vraiment sur le dos et en train de me déplacer, en fait. Vous vous déplacez où? Dans l'hôpital? Non, je me déplace dans un paysage que je n'avais jamais vu, alors j'ai essayé je vais essayer de mettre des mots pour que ça soit un petit peu cohérent et que les personnes puissent visualiser elles-mêmes. J'ai eu l'impression de me déplacer dans une énorme grange à foin, mais quelque chose de gigantesque. Pourquoi grange à foin? Parce que il y avait une lumière très, très jaune en fait. Un petit peu comme les après-midi d'été au mois de juin, vous savez, où vous avez le soleil qui illumine un petit peu partout. Quel est votre état émotionnel à ce moment-là? Est-ce que vous vous sentez bien? Très bien. Très bien. Aucune inquiétude de l'endroit où je me trouve, aucune peur, aucune frayeur. Une grande curiosité, par contre. Cet endroit vous est familier? Ne m'effraie pas. Ça, c'est clair. Il n'est pas forcément familier, mais il ne vous effraie pas. Oui, je me suis même pas posé la question. C'était là, voilà, Et alors, qu'est-ce qui se passe? Vous ressentez des énergies, cette lumière, en fait, c'est ça? Alors, ce qui se passe, c'est que j'étais jeune, j'avais 23 ans. J'étais très, très curieuse. Je me dis, tiens, voilà, je suis là, ok, d'accord, mais je suis où, quoi? Et à un moment de temps, donc, j'ai commencé à regarder un petit peu cette lumière qui scintillait un petit peu partout autour de moi, en fait. Parce que ce qui était un petit peu étrange, c'est qu'effectivement, j'avais une vue de ce que je voyais en face de moi, sur les côtés, mais j'avais aussi la vue en dessous moi. Donc j'avais une vue périphérique de 360 degrés. Donc, mais je l'ai noté, j'ai dit, tiens, c'est chouette, c'est cool. Ça m'a pas inquiétée.
Et à un moment de temps, j'ai porté mon attention un petit peu plus, je me suis intéressée un petit peu plus à cette lumière parce qu'à un moment, c'était sur la droite à ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'il y avait un petit peu une condensation de lumière. C'était un petit peu plus jaune, ça me semblait un petit peu plus compact. Donc là, j'ai regardé à ce niveau-là, à ce moment-là, j'ai dit tiens, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est Et je me suis rendu compte en fait que c'était des milliers de petits filaments lumineux en fait qui, avec mon attention, en fait, se regroupaient. D'accord. Comme, Vous aviez le pouvoir, en tout cas, avec votre esprit, quelque part, réunir alors, ces lumières, c'est ça que vous au début, ressentiez? je m'en suis pas rendu compte puisque c'est une interrogation. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'en portant mon attention Mhm. sur certains endroits, effectivement, Votre énergie. rien que le fait de mon attention, ces cellules de lumière répondaient en fait à mon Comment, attention. comment vous avez fait pour revenir? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour revenir, entre guillemets. Pour revenir donc dans mon corps, Mhm. alors pour revenir dans mon corps, donc là après ça a été une autre Excusez-moi, juste, phase. là, à ce moment-là, vous avez conscience que vous êtes sur une table d'opération, dans votre accouchement, que ça se passe pas bien? Non, non. Non, Par pas du contre, à tout. un moment de temps, j'ai conscience que je n'étais plus dans mon corps, puisque donc à la fin de ce passage, je me suis dit bon, c'est bien, mais maintenant tu vas pas rester là indéfiniment. Merci Marie-Claire. J'aimerais que, voilà, je vous propose en tout cas d'écouter le témoignage recueilli par nos confrères à Besançon. C'était il y a 2 ans. Jean-Paul Mariot, le maire du village de Port-sur-Saône, se retrouve opéré durant 7 heures. Et c'est à la fin de cette opération qu'il fit l'expérience de ce qu'il pense être une EMI. Il parle de sa rencontre avec ses défunts parents. Écoutez plutôt. Il me faisait signe, mais avec des signes, des gestes très modérés, en disant Jean-Paul, alors Jean-Paul, il m'appelait par leur prénom de leur fils, viens vers nous. Viens avec nous, tu verras, c'est très joli, tu verras, c'est bien, tu verras, on est bien. Les gens vont ressentir des choses qui n'existent pas parce que les zones justement souffrant émettent un signal anormal et ce signal anormal produit des hallucinations. Lorsqu'on va avoir un détail signifiant qui réactive la mémoire, eh bien on va associer des images et donc dans cette association qui va faire fi de l'espace temporel, on va associer l'image de ses parents, de son entourage, de gens proches ou de choses émotionnelles et puis on va faire un amalgame comme dans un rêve. Marie-Claire, que ressentez-vous lorsque vous entendez ce médecin parler d'hallucinations? J'entends tout à fait, parce que c'est quelque chose de toute façon qu'on n'arrive pas à expliquer. Maintenant, il y a d'autres expériences, et notamment de personnes qui sont non-voyantes, qui vont vivre ce genre d'expérience et qui, en revenant, vont décrire parfaitement ce qui s'est passé, Des choses qu'ils n'avaient même jamais vues. les habits que le personnel hospitalier a sur lui et qui s'avèrent exacts. Donc là, ça me pose un grand point d'interrogation. Logan Lamant, merci d'être sur le plateau. Vous êtes psychologue clinicien, psychothérapeute et sociologue. Qu'auriez-vous, voilà, qu'est-ce que vous ressentez, vous? Quel est votre point de vue par rapport à ce qu'on vient d'entendre de ce médecin? Il n'y a rien de surprenant. C'est vrai qu'une grande majorité des scientifiques pensent, comme on l'a vu dans le reportage, que c'est une hallucination qui est provoquée justement par un manque d'oxygène dans le cerveau. Mais ce qui est étonnant, c'est que normalement, quand le cerveau n'a plus de quoi s'alimenter, il devrait être moins performant. Or là, ce qui est indiqué, c'est que la performance est d'autant plus grande. C'est comme si finalement on parlait d'une voiture qui irait plus vite sans moteur. Ça n'a pas de sens. C'est un peu contradictoire. Justement, on parlait de la communauté scientifique. Comment expliquez-vous que les expériences de mort imminente ne sont pas prises au sérieux plus que ça? Et pas que par la communauté scientifique, hein, par le commun des mortels? Je pense que c'est quelque chose qui pourrait faire peur. Le fait de se dire qu'il y a quelque chose après la mort qu'on ne peut pas contrôler, une majorité de personnes préfèrent tourner ça à la dérision. Vous, en tant que psychothérapeute, sociologue, comment expliqueriez-vous les expériences de mort imminente? Alors là, la psychologie a essayé d'en donner une définition. Il considérerait ça comme une forme de décorporation qui agirait comme défense contre une menace de mort. Mais je pense que on ne peut pas expliquer cette élaboration psychique parce que, comme l'a indiqué Marie-Claire, il y a des personnes qui arrivent très bien à décrire des situations, des lieux, des personnes qui n'ont jamais connu dans la vie. Donc je pense que la psychologie est elle-même dépassée
par ces expériences de mort imminente. Marie-Claire, vous faites partie de l'association YANDS. Donc, c'est une association qui, au départ, est américaine, qui est venue, donc, qui s'est, entre guillemets, exportée, enfin, qui est venue en France, tout simplement. Oui. Il y a une antenne locale à Nantes. C'est une association dans laquelle il y a voilà, beaucoup de personnes des personnes qui ont vécu des EMI. Oui, complètement. Donc, c'est une association qui est présidée par le docteur Jean-Pierre Jourdan, donc, qui, lui, est intéressé par le sujet depuis pas mal d'années. Et effectivement, où il y a des antennes un petit peu partout dans toutes les régions de France. Et ces antennes, en fait, permettent d'avoir un lieu de partage entre expérienceurs pour justement pouvoir parler du vécu en lui-même et de pouvoir aussi l'intégrer. Ce qu'on en tire, in fine, c'est que, je le disais tout à l'heure, doit-on avoir peur de la mort? Mais finalement, avec ce que vous nous décrivez et ce que la plupart des gens décrivent, finalement, c'est plutôt rassurant, se dire qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose de beau et d'agréable qui nous attend après notre mort physique. Est-ce qu'il faut avoir peur de la mort? Moi, ça m'a plutôt posé la question de me dire comment je vis ma vie. Ça m'a plutôt amené à réfléchir dans ce sens-là, plutôt. À vous remettre en question votre... Non, avoir une autre façon d'aborder la vie, d'aborder les gens, d'être en relation avec les personnes qui... Vous êtes devenu, concrètement, vous êtes devenu plus attentive aux autres? Plus lucide, ouais. Et beaucoup plus attentive aux autres, à moi-même et aux autres, effectivement. Et à mettre des valeurs qu'on ne met pas habituellement, qui sont beaucoup plus humaines, mais quelque part aussi beaucoup plus simples. Ça simplifie, en fait. Logan, rapidement, vous avez, des personnes, alors pas dans le cadre de votre profession, mais vous avez des personnes autour de vous qui vivent des EMI. Oui. Le discours est à peu près similaire? Oui, bien sûr, quelle que soit la croyance, la culture, il y a toujours des similitudes sur les étapes justement des expériences de mort imminente. Justement, la croyance et la culture, on n'a pas besoin d'être croyant. C'est une expérience qui n'est pas religieuse. Pourquoi elle est tout le temps associée quelque part à la religion? Comment vous l'expliqueriez en tant que sociologue? Bonne question. Je pense que le fait de catégoriser dans une religion, ça permet aussi de se rassurer. Et c'est vrai que un bon nombre d'entre nous avons peur de la mort. Et c'est vrai que le fait de croire en quelque chose peut aider justement à dépasser ça. Logan Lamant, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup à vous, Marie-Claire, d'être venue partager votre témoignage. Voilà, on vient de le dire. Je pense qu'il faut rester positif et profiter de ces instants qu'on vit ici. Et puis, comme on dit, advienne que pourra. Et puis voilà, s'il y a quelque chose après, moi je dis tant mieux. On se retrouve à tous, on prendra un petit apéro. Avec plaisir.